Sa mère a mis fin à ses jours quand elle n'avait que 10 ans. J'ai 12 ans quand j'entends dans ma tête cette information que ma mère va mourir jeune. Ils me parlent, ils m'invectivent, ils se moquent de moi, ils me font des blagues. Je peux aussi les voir apparaître tels qu'ils étaient au moment de partir, ressentir aussi les douleurs. J'ai peur d'être folle, donc je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Je la vois sangloter, demander pardon. Et je comprends que c'est elle tout de suite. Je sais que c'est elle et surtout, j'ai pas envie de la voir. Bonjour Anne. Bonjour Leslie. Je suis ravie de t'accueillir dans le Portrait de Mentor Show. Alors Anne, tu fais un sacré métier qui est pas commun, c'est le moins qu'on puisse dire. T'es médium, mais t'as aussi plusieurs casquettes. Tu es écrivain, mais aussi conférencière. Et pour démarrer, parce que tu le sais, c'est ton métier, médium, c'est un métier qui peut déclencher beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées reçues. Est-ce que tu veux bien, une bonne fois pour toutes, nous expliquer ce qu'est ce métier, puisque c'est un métier? J'aimerais bien que ça en devienne un jour, en tout cas, qu'on ait une vraie case administrative et sociale. C'est pas encore tout à fait le cas. Qu'est-ce qu'un médium? Bon, j'aime l'étymologie. C'est un messager, canal, outil, moyen de transmission pour être une messagère entre les plans visibles et invisibles. Autrement dit, ça fait plusieurs années que j'accompagne toutes les personnes endeuillées à retrouver le contact avec tous ceux qui leur manquent. On vient aussi pour plein d'autres thématiques dans mon cabinet, l'éclairage de vie, des décisions à prendre, le thème plus que douloureux mais nécessaire des secrets de famille, et puis aussi l'immobilier que j'adore faire, pourquoi une maison se vend, pourquoi elle se vend pas. Toutes les énergies liées au lieu, c'est très très divers et finalement c'est très riche. Donc en fait, c'est bien plus large que le métier de médium. C'est-à-dire que tu peux faire aussi office un peu de psy, de guide. Tu arrives à des moments importants dans la vie des gens. Alors, il y a une différence parce que quand on va chez le psy, le psy va poser des questions et va nous faire parler. À l'inverse, les gens qui viennent me voir attendent que ce soit le médium qui parle. Finalement, un médium ne doit poser aucune question, à part évidemment la raison pour laquelle on vient à moi. Mais justement, il y a un silence, il y a un silence monacal qui s'instaure dans mon bureau et on attend le message. Et alors la question qu'on se pose quand on peut être terre à terre et qu'on n'y croit pas forcément, c'est comment ça se manifeste? C'est-à-dire les personnes viennent te consulter, t'amènent une photo ou te partagent un élément de leur vie et toi, qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Alors c'est exactement ça. Moi, j'aime bien les supports photos parce que ça va plus vite pour moi. Le temps de concentration est moindre parce que les gens, évidemment, sont très impatients d'avoir des réponses. Je leur demande effectivement la raison de leur venue. Est-ce que c'est un deuil douloureux? Les questions qui subsistent aussi autour de la mort et du deuil. Est-ce que tout est clair? Parce que j'ai affaire à des cas de disparition, de mort inexpliquée, etc. Et à travers juste cette question, après, moi, je rentre en contact, ce qu'on appelle en état modifié de conscience, pour être très précis. Et je rentre en communication soit par la clairaudience, soit par la clairvoyance. Et puis j'ai le film de la vie de mes défunts qui se met en route avec des détails parfois cocasses, avec des détails parfois très intenses. Et le but, c'est de pouvoir donner la preuve de la survie de l'âme dans l'au-delà. Et c'est-à-dire que ça t'apparaît comme un rêve, ça apparaît dans ton esprit, tu vois quelque chose, on imagine plein de choses et on ne sait pas vraiment. Mes 5 sens sont sollicités en fait. Okay. À partir du moment où je me mets à disposition, parce que c'est réellement ça, c'est une autorisation que je donne, je peux ressentir aussi les douleurs que les défunts ont ressenties au moment de partir et je vais les expliquer à mes consultants. Ils me parlent, ils m'invectivent, ils se moquent de moi, ils me font des blagues, on est dans un réel dialogue et je peux aussi les voir apparaître tels qu'ils étaient au moment de partir ou dans leur jeunesse. En fait, ils viennent m'aiguiller sur le parcours de vie qui a été le leur et surtout sur ce qu'ils ont à dire à ceux qui restent. Mais alors au quotidien, quand tu es dans une configuration comme celle-ci du tournage, quand tu vas pour travailler, que tu donnes une conférence, est-ce que tu as aussi accès à des choses de l'invisible ou finalement il faut vraiment que tu sois dans une grande concentration, etc. Parce que c'est vrai que quand on se rencontre, on se dit elle va forcément voir des choses sur moi, sur l'entourage, elle va forcément percevoir des trucs et c'est vrai qu'on a un peu peur de poser des questions. Mais moi ça m'intéresse de savoir. C'est tous ceux qui ont des choses à cacher qui ont peur en règle générale et ils sont nombreux. Notre cerveau il est composé de 2 hémisphères. Le droit c'est l'intuition, la médiumnité, la créativité. Le gauche c'est le mental et l'intellectuel. Et avec mes nombreuses années de pratique,
pratique, je réussis à fermer un peu la porte, de toutes ces facultés médiumniques. Et quand je suis dans l'intellectualisme, allez, je ferme la porte. Si je commence à m'asseoir, prendre un café, rêver, écouter, allez hop, je rouvre la porte et je peux avoir tout un tas d'informations qui arrivent, que je garde pour moi parce que j'estime qu'il faut qu'on me sollicite pour pouvoir donner ces informations. Puis après, comme tu dis, c'est très intrusif, les gens se sentent évidemment épiés-traqués, mais je reçois des informations que je ne désire pas toujours avoir. Ouais, j'imagine. Dont je me passerais bien. Alors Anne, c'est le principe de cette émission qui s'appelle Le Portrait. Je t'ai demandé d'amener une ou plusieurs photos qui te tiennent à cœur. Et donc je crois que tu en as sélectionné 2. Est-ce que tu veux bien qu'on les regarde ensemble ? Bien sûr. C'est la première héroïne de ma vie, c'est ma maman. Je dis héroïne parce que c'est presque... Ma mère, c'était presque une tragédienne shakespearienne. D'abord parce qu'elle a eu une vie abominable et terrible, et c'est ce qui l'a conduit, avec toutes ces années de souffrance, à partir. Je la remercie de tout ce qu'elle m'a apporté, de son vivant, parce que c'était une femme qui avait reçu peu d'instruction, mais qui avait énormément de culture. Elle m'a toujours dit que se nourrir, s'instruire, ça allait m'ouvrir toutes les portes du monde. J'avais pas encore conscience de quelle porte ça allait m'ouvrir. Puis c'est surtout elle mon déclencheur, c'est-à-dire que au moment de son départ, de son décès, c'est à elle que j'ai demandé de pouvoir m'aiguiller, et puis de m'aiguiller sur un domaine qu'elle exécrait plus que tout, la spiritualité, la religiosité, l'au-delà. Elle n'y croyait absolument pas. Elle voulait même pas de sépulture, parce que elle était réfractaire à toute forme de religiosité et de protocole. Je l'ai fait quand même avec mon père. Il se trouvait que mon frère est militaire, donc il était en mission en Afghanistan à ce moment-là. Et pour lui, on lui a offert une sépulture. Je me suis excusée 1000 fois d'ailleurs de le faire. Donc, ma première messagère de l'au-delà, c'est elle. Et j'ai créé aujourd'hui avec elle un rapport qui n'est pas seulement un rapport de mère à fille, mais un rapport d'âme à âme. Et c'est intense. Et en fait, je dirais que nos liens se sont transformés et certainement aussi intensifiés. Ça veut dire que tu communiques toujours avec ta maman? Oui, c'est ce que je voudrais dire aux gens quand on me pose la question, mais est-ce qu'à un moment donné, on reçoit plus des signes de l'au-delà parce que ça y est, ils en ont marre, c'est terminé, on en a trop eu. Moi, ça va faire 20 ans, précisément, où je te parle, où elle est partie, et j'ai encore reçu un signe d'elle au réveillon, là, du 31 décembre, et je l'avais pas spécialement demandé, celui-là. C'était quoi comme signe? J'ai reçu un texto quand même, parce qu'elle adore faire ça, et je précise, parce que les gens vont dire, ouais, très bien. Alors déjà, j'en ai la preuve, je l'ai gardé dans mon téléphone, et je reçois un texto d'un numéro donc, qui ne fait pas partie de mes consultants, de mes amis, etc. D'une personne qui me dit « Je t'attends à la chorale pour qu'on chante ensemble », signé Marie-Christine, ce qui était le prénom de ma maman, à 23h45 précise, et je sais que... il y a un petit clin d'œil, quoi. Et comment tu sais que c'est pas une blague, que c'est pas une construction mentale, que c'est vraiment elle? Comment tu peux être persuadée de ça? Parce que souvent, quand les personnes sont endeuillées, tu le sais, tu fais ça tous les jours, on cherche des signes un peu partout. Alors parfois, on a l'impression d'en voir, parfois, on sent des présences, mais on n'est pas sûr, parfois, il n'y a rien du tout. Comment on sait, finalement, que c'est ça? Comment toi, tu sais que c'est bien ta mère? Alors déjà, le signe, je l'avais pas demandé. Petit 2, c'est l'émotion qui se crée, et puis il y a toujours une signature. C'est-à-dire que depuis son départ et depuis 20 ans, ma mère adore déposer sa signature sur son prénom, qui n'est pas un prénom très commun. Et depuis son départ, elle a disséminé un peu partout, justement, son prénom. Je prenais, il y a quelques années de ça, je prenais l'avion pour aller à Toulouse. Je me rendais dans une conférence, justement, dans une association d'aide au deuil. Et alors là, il y a un embouteillage monstre entre ceux qui vont prendre l'avion et ceux qui en sortent, parce qu'il y a eu des retards. Et donc, je me retrouve dans cette foule compacte. J'attends qu'on puisse partir. Et il y a un homme là qui fend la foule. Il énerve tout le monde parce que forcément, il pousse tout le monde. Et du bout du couloir, il se met à crier « Marie-Christine !» Et je sais que... Et alors, tout le monde est saoulé parce qu'on n'a pas envie que cet homme crie. Et moi, je suis la seule avec un sourire vissé jusqu'aux oreilles parce que je sais que c'est elle qui me dit « Vas-y, bonne chance !» quoi. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la signature, en fait. C'est pas tant le signe, c'est le mode opératoire. C'est le modus operandi, quoi. Alors, tu parlais de ce qu'avait vécu ta maman. Donc, tu as grandi dans un milieu assez modeste. Oui. Dans quelle ville? À Dieppe. À Dieppe, voilà. Et alors, du coup, très tôt, tu as commencé à avoir ces visions, ce sentiment d'être différente et d'avoir accès à des choses auxquelles un enfant, en général, n'a pas forcément accès. Et n'a pas envie. Oui, n'a pas envie. Moi, j'avais pas envie accès. du tout. Hein. Oui. Ouais.
Raconte-nous un peu comment ça s'est déclenché, à quel moment de ta vie ça s'est manifesté. J'avais à peu près 8 ans de mes premiers souvenirs et j'étais, j'aime à dire que je suis toujours très trouillarde de tout. Non, on va pas monter sur le toboggan, on va pas salir sa jupe en faisant du vélo. Enfin voilà, je suis très très précieuse comme on dit. Donc elle ose se faire peur le soir dans le lit, pas du tout. Et donc il y a l'heure du sacro-saint coucher. Mon frère d'un côté, lui, il fait une pantomime parce qu'il veut pas aller se coucher, il réclame un verre d'eau, il veut des blagues, etc. Moi, j'y vais très docilement, je ferme la porte, mais je sais que derrière, ce qui m'attend n'est pas très rigolo pour moi. Et puis, je perçois ma grand-mère maternelle, que je n'ai personnellement jamais connue et dont je n'ai vu aucune photo, parce que on avait très peu de souvenirs et d'albums, mais je la reconnais tout de suite. Je la vois sangloter, demander pardon. Et je comprends que c'est elle tout de suite. Je sais que c'est elle et surtout, j'ai pas envie de la voir. J'ai pas du tout envie de la voir parce que d'abord, je peux ressentir sa peine et surtout, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça ? Je suis terrorisée. Je passe des heures avec... alors oui, je suis de l'ancienne génération, le Walkman sur les oreilles, à essayer de m'endormir, la couverture jusque-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne m'a pas lâché, de m'endormir avec... Tu le fais toujours ? Je fais toujours et j'attends que ça passe. C'est-à-dire que tu la vois au pied de ton lit, à 8 ans, en train de sangloter, dans la nuit. Exactement. Mais comment on gère ça ? Tu cours dans le lit de tes parents ? Tu appelles à l'aide ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Non, il y a l'état de sidération. Je suis en état de choc. Et puis surtout, il y a cette injonction parentale Je sais tout de suite que c'est un sujet très douloureux pour ma mère, puisque sa mère a mis fin à ses jours quand elle n'avait que 10 ans. Donc, il y a un thème douloureux. Donc, je ne veux pas réveiller, c'est le cas de le dire, les fantômes du passé. Et au final, c'est le contraire. C'est exactement ça. Voilà, j'ai l'impression d'être celle qui va aller réveiller toute la baraque et qui va exhumer les douleurs transgénérationnelles. Donc, je veux pas le faire. Et puis, j'ai peur d'être folle. Oui, c'est ça. Ah, oui. Il y a une expression dans ma famille et en Normandie, mais je pense aussi ailleurs. Si tu continues comme ça, tu vas filer à Sainte-Anne. Alors, en plus, c'est mon prénom. Je me dis, c'est bon, ça y est, j'ai pris un ticket pour... Et puis alors, dans les films, on voit les femmes en chemise de nuit hystériques qui s'arrachent les cheveux. J'avais pas du tout envie comme on voit là-bas. Mais alors, comment tu fais pour garder ça pour toi ? Parce que c'est assez terrorisant. Donc, il y a le fait de vouloir préserver ta mère, vu qu'elle a vécu ce drame-là, dont elle t'a parlé à ce moment-là, t'es au courant ? Elle m'avait raconté l'histoire très tôt, elle m'avait raconté l'histoire famille. Et puis, j'ai pas eu de grand-père, j'ai pas eu de grand-mère, donc en fait, moi, j'ai aucun grand-parent. Les paternels sont morts pendant la guerre, et maternels aussi, donc j'ai rien. J'ai pas d'héritage de famille, j'ai pas eu de repas autour de la table à Noël. Donc, on m'explique très tôt pourquoi, et avec évidemment les explications qu'on veut bien me donner. Mais je sais très tôt que, je sais ce qui s'est passé. Et comment tu gères ça, petite, comme ça, dans ton lit, le soir parce que finalement, ça se reproduit. Ça va durer des années. Des années. Et comment tu vis avec ça ? Je suis courageuse. Je suis une petite fille courageuse et donc j'intériorise aussi beaucoup. Je crois que c'est ma façon. Oui, je fais beaucoup de danse classique. La danse classique, c'est un sport très intérieur. En fait, on est solitaire sur le parquet et je lis aussi. Donc, ça me permet, je pense, de me créer un monde intérieur et puis et de me rassurer dans ma réflexion, dans ma logique, dans mon mental. Tout va bien. J'arrive encore à ne pas être folle, parce qu'il y a vraiment cette inquiétude-là. Et j'attends mes 10-11 ans pour prendre mon dernier courage et dire que je ne veux plus voir tous ces spectateurs. Ça, c'est-à-dire, tu le dis à qui ? Je le dis dans ma chambre. Ok. Je me lève comme si j'allais être convaincante. Je me dresse droit comme ça dans mon lit avec ma petite chemise de nuit et je dis ça suffit, maintenant je ne veux plus vous voir. Sauf que ça marche. Ok. Je les vois plus. Ok. Et il ne se passe plus rien ? Non, je les entends. Oui, donc finalement, ouais. Certainement que je transmute la vision en clairaudience. Mais je gère mieux. Et comment tu passes ton adolescence ? Parce que c'est un moment insouciant, de légèreté, et puis tu as quand même accès à des choses que personne ne voit, que personne n'entend. Rien n'est léger dans ma vie. J'ai 12 ans quand j'entends dans ma tête cette information que ma mère va mourir jeune. Donc, il n'y a plus de légèreté. Je peux entendre ce que pensent mes petits camarades de classe, qu'un tel ne m'aime, que l'autre ne m'aime pas, qu'on va avoir une interrogation surprise. On s'aide, a priori. Mais du coup, je n'ai jamais eu La légèreté ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je vois ma mère qui commence à décliner. Donc, je tiens la barre, je tiens le gouvernail.
C'est-à-dire qu'à 12 ans, tu reçois une information, c'est ça, à 12 ans, Oui. comme quoi ta mère va mourir. Oui. Tu n'as pas du tout d'idée Jeune, de ce qui veut tout et rien dire. Et tu lui en parles? Absolument pas. Je suis terrorisée par cette information. Ouais. Et je passe par toutes les phases. Je le souhaite. Je me dis que c'est le début de l'adolescence. Voilà, enfin, il y a tout ça. Je culpabilise. Je suis en colère. Voilà, j'ai toutes les phases de négociation possibles avec moi-même. Et puis après, je me dis que je vais la sauver. C'est pas grave. Si j'ai cette info, c'est que je vais la sauver. Et donc, tu gardes tout ça secret? Oui. Ou tu en parles à personne? Non. Jusqu'à quel âge, au final? Jusqu'au décès de ma mère, et encore au moment où je dis ça, ma famille ne le sait même pas. Okay. J'ai gardé très longtemps cette entre guillemets double vie ou cette deuxième partie de moi-même. D'ailleurs, ça a été difficile pour ma famille quand j'ai dû leur avouer mon changement de vie. Ça n'a pas été simple. C'est ça, on va en parler puisque finalement tu démarres avec un cursus, tu deviens un prof de lettres. C'est beau. Et à ce moment-là, tu te dis absolument pas qu'être médium peut être un métier, une vocation. Tu mets ça de côté. Ça fait partie de moi et c'est à l'extérieur de moi. Voilà, okay. C'est quelque chose. Je l'ai intégré, c'est un outil comme un autre, mais personne sur les bancs de la Sorbonne se dit que... En fait, je n'ai jamais convenu à aucun milieu. C'est vrai que j'ai toujours été dans l'atypisme total. Okay. Je fais de la danse classique, mais je viens pas d'un milieu bourgeois, donc en fait, on pointe plutôt du doigt mes origines modestes. Je suis trop maquillée pour être... en Cagne à Henri IV, on se dit mais elle passe du temps à se mettre du mascara, elle ferait mieux de travailler Bossuet, ce que je fais aussi. Quand je suis prof, c'est pareil, je suis trop jeune pour convaincre des élèves. Donc en fait, j'ai un peu l'habitude d'être, je suis pas là où on m'attend. Donc évidemment qu'en tant que médium, je crois que 80% des gens qui me croisent se disent que je travaille chez Air France. Vite de savoir. Pas du tout. Voilà, mais il y a toujours pas la tête de l'emploi. Et finalement, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai cette habitude-là mais je me dis à un moment donné qu'il va falloir que je sois qui je veux être et que je puisse révéler cette partie de moi-même. Donc, combien de temps tu restes enseignante? Je reste 6 ans. Ok. Et c'est au moment du décès de ta mère que les choses changent. Tu veux bien nous raconter quel est ton cheminement intellectuel à ce moment-là? Il y a donc cette épreuve. Oui. Elle meurt. Donc, oui. C'est combien de temps après ta vision? Enfin, je ne sais pas si c'était une vision ou un... C'était 12 ans après. 12 ans après, ok. Ouais, c'était 12 ans après. Et là, quelle question tu te poses à son décès? Parce qu'il y a la souffrance qui prend beaucoup de place, certainement. Et il y a aussi d'autres questions qui doivent se court-circuiter. À défaut d'une question, c'est un bouillonnement intérieur. Ouais. C'est-à-dire que quand on vit un deuil, en fait, j'avais rangé dans toutes les cases de façon très logique tout tenait bien. Un deuil, c'est une explosion ou une implosion d'ailleurs. Donc c'est le grand chamboule-tout et du coup, je peux plus contenir. C'est-à-dire que ma mère tente déjà de se manifester très fortement à moi. Moi, je lui demande aussi de se manifester. Donc, évidemment, ça prend de plus en plus de place, voire ça me déborde. Et voir, je sens que cette petite place que j'avais accordée à cette faculté est en train de remplir tout l'espace. Et donc, ou j'en fais quelque chose, ou je le tue définitivement. Okay. Voilà, il y a un moment donné, il y a une exigence ultime. C'est-à-dire que ta mère est partie sans savoir que tu avais ces compétences? Sans jamais savoir. Sans jamais savoir. Sans jamais savoir. Tu regrettes après coup ou... Non. Tu dis que tu aurais aimé lui en parler ou finalement tu l'as un peu préservé de... Je pense que je l'ai préservée et peut-être fallait-il qu'elle parte pour que j'accepte cette partie de moi-même. Ok. Ouais. Sans doute, d'ailleurs. Parce que tu dis, il y a un foisonnement à un moment donné dans ton esprit de... Oui. Tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Exactement. De ça. Tu es dans un truc prof de lettres... Alors, je suis prof de lettres, mais rien ne va. Je m'explique quand je dis rien ne va. J'ai jamais les bonnes classes, jamais la bonne attribution, l'emploi du temps qui n'a pas de sens, des cours qui sont insipides. Voilà, il y a déjà des bouleversements. L'univers m'envoie déjà tu vas continuer combien de temps comme ça? Okay. Je sais que je vais pas continuer longtemps. Mais il faut l'autorisation. Je parle souvent de coming out spirituel. C'est la même violence. La société nous fait vivre la même violence que toutes celles et ceux qui choisissent une sexualité à part et qui doivent l'annoncer à leur famille. C'est la même violence. Donc il y a un bannissement. Ok. Donc là, tu vis cette carrière, on va dire, mais pas forcément super bien. Tu fais le boulot et puis donc il y a ce décès-là qui remet toutes les choses en question. Oui. Comment tu te dis... il faut que je laisse sortir tout ça de la boîte et que j'essaye du moins d'en faire quelque chose. Parce que c'est pas rien quand même. Exactement. Quitter un métier, t'étais
dans dans la sécurité, surtout. Voilà, dans la sécurité. Parlons de choses qui tombe concrètes. Tous les mois. Exactement. Et la reconnaissance sociale. On nous fout la paix quand on nous dit qu'on est prof. Enfin, tout le monde se dit, là, j'ai peut-être fait des fautes en t'écrivant. Voilà, c'est ça, le réflexe qu'on a, c'est celui-là. Et quand on est prêt, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Le mien, il arrive de maître. Pas du tout par le biais que j'aurais envisagé, puisque moi, j'ai eu tous les maîtres de la Terre. Les maîtres de ballet, les maîtres de conférences, et les plus érudits. Et j'ai un ami qui me dit, là, t'es vraiment trop mal dans ton deuil, viens, je t'emmène voir un médium et puis tu vas avoir des révélations sur ta mère. Alors à ce moment-là, je m'en fous complètement des révélations sur ma mère. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Okay. Et je rencontre ce vieux monsieur pas très sympathique, dont la réputation n'est plus à faire dans ce métier. Mais moi, ce milieu, je le connais pas et puis je ne sais pas qui il est. Et il veut commencer une séance avec moi, il veut me donner des messages de ma mère. Et là, je l'arrête dans son élan et je lui dis non. En fait, je suis pas venue pour ça. Donc il s'arrête quelques minutes et il me dit mais pourquoi tu es venue ? Et je lui dis, je crois que je suis médium et que ça va pas du tout. Comme si on allait voir le médecin pour dire qu'on avait... Mais oui, mais c'est exactement ça. Et il m'a dit, tu en as mis du temps. Voilà, ça a été sa seule phrase. Et donc, je pense qu'avec de la patience, de l'encouragement, parce qu'au final, j'ai pas appris grand-chose avec lui. Je n'ai appris qu'à m'écouter et à libérer tout ce que j'avais muselé en moi depuis toutes ces années. Eh bien, j'ai appris à libérer les choses. Et par contre, en revanche, c'est lui qui m'a ouvert la porte de tous les centres parapsychiques de France, toutes les associations d'aide au deuil, et que j'ai été précipitée dans cet univers, dans l'univers de la médiumnité publique, qui est un exercice outre-Atlantique qui est très connu et très pratiqué. En France, très très peu. Et c'est un exercice, c'est le plus difficile qui soit. C'est ça, ouais. C'est très très lourd à porter pour s'en détacher après quand tu je crois qu'on n'est qu'une vingtaine en France à vraiment le faire. Et c'est l'exercice du lâcher-prise total où souvent je dis que quand j'arrivais sur l'estrade, j'avais préparé mes cours, je les avais stabilotés, etc. Je savais ce que j'allais dire. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai toutes les photos devant moi des défunts que les gens ont apportés et ils attendent de moi. C'est-à-dire que je vois dans leur regard à la fois l'inquiétude, le mépris, l'attente, désespérée. C'est difficile de lâcher la rampe des émotions et puis de ne devenir qu'une messagère. Et finalement, tu te rends compte que c'est ça. C'est exactement ça. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on n'a pas tous la capacité de devenir médium, mais très souvent, nous, chez Mentor Show, on reçoit beaucoup de témoignages comme ça, où les personnes sont un peu engluées dans une vie professionnelle, dans une vie personnelle. Tu sens que quelque chose ne va pas. Et c'est très difficile de se dire, mais comment ? Alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec les masterclass dont la tienne, dont on va parler, mais de leur dire, il y a un moment, il faut travailler sur soi, il faut aller de l'avant, et une autre voie existe, et tout le monde peut trouver à un moment donné ce qui correspond, et quand on trouve, après, ça coule de source. Et c'est ça, finalement, ce que ça veut dire ton parcours. Oui, je pense qu'il y a aussi... Je n'ai jamais eu autant la foi que quand j'ai tout perdu. Parce que ça, je veux vraiment le dire. On pense qu'il est plus facile de croire en l'univers, en Dieu, etc., quand on reçoit une brassée de fleurs et puis des milliards sur son compte en banque. Moi, la foi et l'intime conviction d'un après n'est arrivée que quand j'ai tout perdu. Et c'est souvent ce que je dis. L'être humain a besoin malheureusement, parfois de violence et de dénuement pour pouvoir comprendre ce dont il est capable, ce dont il est pourvu et ce qu'il a envie de faire. Et ça a été mon cas. Alors ensuite, dans ta vie, donc tu démarres cette activité-là qui a l'air de prendre assez rapidement. Et puis en parallèle, tu deviens maman. Comment tu t'es posé la question de devenir mère à ton tour, sachant aussi tous les traumas qu'il y avait eu dans ta vie, ta grand-mère qui met fin à ses jours, ta mère aussi qui décède plus jeune que ce qui aurait pu être prévu. Et toi, tu décides d'être maman aussi. Comment tu... j'envisage. Comment t'envisages tout ça ? On a beaucoup de témoignages aussi là-dessus sur la transmission du trauma, devenir mère après avoir vécu quelque chose de difficile. Comment toi, ça se met en place tout ça ? Dans un drame, encore un autre. En fait, c'est une succession de joies et de drames. Ma vie est une succession de joies et de drames et je pense que c'est aussi ce qui nous forge profondément. Ma fille naît 10 mois après le décès de ma maman. C'est-à-dire que c'est un cataclysme et un bonheur. Et tout à ce bonheur qui est le mien et cet enfant qui arrive au monde. Alors évidemment, je n'ai pas ma propre mère. Je pense à toutes ces femmes qui vivent des grossesses. Quand on est dans une grossesse, on revit son enfance, on revit le rapport et au lien maternel. Donc il y a déjà beaucoup d'émotions qui se créent. Et puis ma fille naît et je me retrouve seule avec elle. Son géniteur s'en va.
me laisse des millions de dettes. Et je suis dans le deuil, dans le dénuement, dans la misère et seule. Et je me dis, quand je parle aussi aux gens de tous les deuils que l'on vit, moi j'éprouve tous les deuils possibles et inimaginables. Et je me retrouve avec mon papa qui fait mon colocataire pour que je puisse m'en sortir dans la vie. Et donc, tu parlais de maternité. Finalement, je perds ma mère. Je me retrouve comme de nouveau une jeune fille qui va vivre avec son père en étant mère. C'est un bouleversement total. Et je crois, c'est au-delà du décès, c'est l'épreuve la plus terrible de toute ma vie. Oui, bien sûr. Ouais. Tu nous as amené une photo, alors on a envie de la découvrir. Oui, je crois qu'elle elle est évocatrice de ce lien, évidemment, qui me relie à elle. Et très tôt, je me dis que je vais tout lui expliquer. Elle n'a que quelques mois. Et je lui dis, on a tout perdu, on n'a plus rien, mais on va être très forte. Voilà. Et je lui dis, ça va pas être facile tous les jours, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et on s'en sort. On s'en sort. Qu'est-ce que tu lui as dit de toi à ta fille? Est-ce que très tôt, tu lui as expliqué que tu étais une maman pas vraiment comme les autres, quoi? En fait, c'est elle qui, je pense, a ouvert la voie au dialogue. Ouais. Évidemment, je m'étais promis de ne jamais rien lui cacher. Moi, j'avais évidemment trop souffert de ne pas dire qui j'étais. Quand elle n'a eu que 3 ans, les chiens n'ont pas fait des chats, je crois. Je lui avais expliqué que donc, parce qu'elle me demandait si elle avait un papy, une mamie, etc. Et donc, elle n'avait pas de grand-mère. Et je lui ai expliqué que, elle n'avait pas sa grand-mère, qu'elle avait décidé de partir, etc. Et un matin, elle a 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Elle se dresse comme ça sur son lit. Elle me dit, maman, j'ai vu ta maman. Et alors moi, comme une mère lambda, je me dis, elle veut me faire plaisir. Voilà, elle veut me faire plaisir. Dans ces cas-là, on n'est plus médium du tout. Non, on n'a plus du tout cet angle-là. Et je lui dis, oh, mais c'est très bien. En plus, je l'infantilise à mort. Je suis ridicule. Et je lui dis, oh, mais c'est très bien. Elle t'a dit qu'elle m'aimait, puis qu'elle t'aimait. C'est chouette. Et là, ma fille me regarde. Non. Elle me dit comme ça. Non. Et elle me dit, maman, c'était un message pour moi. Là, déjà, je me dis, OK, on n'est pas dans la volonté d'un message d'amour pour sa maman. Elle me dit, le message était pour moi. Je dis, très bien. Là, je sens qu'il faut que je me reprenne et que je pose la vraie question. Et je lui dis, mais que t'a-t-elle dit? Elle me regarde, elle me dit, elle m'a dit courage. Bon, là, je suis partie en pleurs. Et je savais que ce mot qu'une enfant de 3 ans et demi ne peut pas inventer, c'était la transmission maternelle. C'est-à-dire, de cette lignée de femmes qui avaient mis fin à leur jour, j'avais, moi, ainsi qu'elle, cette mission de vie ou de mort. Qu'est-ce que j'allais choisir? Alors, j'ai choisi la vie dans la mort, finalement. En tout cas, de continuer à accompagner ceux qui ont décidé de partir ou ceux qui sont partis accidentellement, et puis de créer ce lien. Et je crois que qui mieux qu'elle et moi pouvions le faire dans ce contexte familial qui était le nôtre. Comment tu as réagi quand tu t'es rendu compte qu'elle aussi avait ces facultés-là Ça se reproduit encore aujourd'hui? Oui, mais j'ai fait en sorte vraiment de cloisonner les choses psychologiquement. Je voulais, d'abord parce que, j'en parle très souvent, je ne voulais pas en faire un petit singe de foire. Je ne voulais pas que par mimétisme, elle se sente... en tout cas dans l'obligation de marcher dans les pas de sa mère. Et puis surtout, je voulais la préserver de la société. Ma fille m'a inventé tous les métiers de la terre, selon les âges, les époques. J'ai fait plein de métiers différents. On va dire exactement à l'entourage. Exactement, ouais. Sauf en CE1 où elle a écrit sur la petite fiche d'inscription ma maman parle aux gens qui sont morts dans le ciel. Donc j'ai été convoquée. Oui. Mais je n'ai jamais donc été déléguée de parents d'élèves non plus. Ça devait pas être facile. Non, là c'est compliqué. Mais j'ai tour à tour été psychologue, avocate. Enfin voilà, elle avait besoin peut-être de se créer une légende maternelle un peu moins difficile et lourde. Je l'ai laissé faire. Alors, tu nous as raconté ton parcours perso qui fait écho en fait à la thématique de la masterclass que tu as créée pour nous sur notre site. Et donc, c'est comment percevoir et comprendre les signes pour faire face aux épreuves de la vie. Oui. Alors, dans cette masterclass, tu nous expliques justement les signes qui peuvent se présenter, comment les percevoir, les analyser. Tu as produit beaucoup de contenu. Pourquoi c'est important pour toi de transmettre à travers une masterclass? Qu'est-ce que ça
peut apporter aux personnes, peut-être aux mamans solo qui nous regardent, qui ont besoin de se dire, bon, à quoi je peux m'accrocher aujourd'hui pour surmonter cette épreuve? Qu'est-ce que ça apporte en plus, selon toi, ce travail supplémentaire? La transmission, c'est déjà mon métier premier, en fait. C'est de transmettre. J'ai transmis à travers l'enseignement, je transmets à travers l'écriture. Et puis, je sais la préciosité d'un signe. Je sais ce qu'il représente. Je sais à quel point il peut être un déclic, un catalyseur pour pouvoir avancer et pour pouvoir cheminer sur son travail de deuil. Et donc, je m'en sens, à la fois, j'en ai été l'heureuse bénéficiaire et je m'en sens la légataire. Et comme j'ai la joie ultime de rencontrer toutes ces familles, je disais tout à l'heure dans les coulisses, on pleure, mais on rit beaucoup aussi avec toutes ces familles fortes de courage et d'abnégation. Eh bien, j'ai aussi à mon tour envie d'abord d'expliquer qu'ils sont juste à côté de nous. Ils sont ni en haut ni en bas. Ce sont juste des plans et des champs énergétiques différents. Et j'ai tellement juste envie de leur montrer la proximité en fait de tous ces désincarnés et donc de recréer du lien. Voilà, je veux aussi recréer du lien. Et d'expliquer aux gens, d'aller chercher ces ressources intérieures. Nous sommes bien plus forts que ce que nous le pensons. Très souvent, on est capable de dépassement, et pas toujours dans des conditions de survie, mais parfois aussi dans des conditions de survie. Parce que toi, au quotidien, tu rencontres des personnes qui viennent te voir parce qu'elles ont peut-être pas pu adresser tous les messages qu'elles voulaient à une personne qui vient de partir. On peut, selon toi, vraiment diamétralement changer le cours de sa vie en réglant ces problèmes-là et en parlant avec un proche décédé? On peut absolument et résolument changer le cours de sa vie quand on parle à un défunt. Pourquoi ? Parce qu'un pardon libère, une vérité permet de comprendre les propres schémas de répétition auxquels on est confronté. Oui. Et parfois, il faut aussi une autorisation, une affirmation de soi pour pouvoir partir. Je parlais tout à l'heure d'un coming out. Parlons de tous les coming out. Je n'ai jamais été autorisée à être qui j'étais vraiment. Qu'aurait-il pensé si je m'étais permis tout ce que je me permets aujourd'hui ? Je vis encore dans l'ombre, cachée. Parfois, il y a des mots qui libèrent, qui autorisent et qui soulagent. Alors, tu dis souvent qu'il faut formuler des intentions claires pour que finalement tout se mette en œuvre dans l'univers pour nous apporter ce qu'on souhaite. Alors c'est vrai, on en parlait aussi en coulisses, comme tu dis. Parfois, tu veux absolument une opportunité professionnelle, tu veux absolument que ça arrive. Et puis, ça n'arrive pas malgré tous les efforts que tu peux mettre en œuvre pour. Et puis finalement, quelques temps plus tard, c'est autre chose qui se goupille. Exactement. Comment ça s'explique? Et puis qu'est-ce que ça veut dire finalement de comment on doit agir et qu'est-ce qu'on doit formuler pour ce qu'on veut dans la vie? La question que je pose à tous mes consultants, pour qui le faites-vous? Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites dans une certitude qui est la vôtre et qui va vous apporter une sécurité finalement qui est de somme toute relative? Et puis citons le Dalai Lama, considérons de très grands échecs comme de très grandes chances. Parfois, on est persuadé de faire les choses pour une raison évidente, en tout cas évidente pour nous. Si on fait un peu d'introspection, on s'aperçoit qu'on le fait toujours pour briller dans le regard d'autrui. Ce qui m'a profondément aidée dans le deuil, c'est que ma mère était pour moi un modèle d'abnégation, de courage et aussi un exemple. Elle n'était plus là. Je n'ai plus eu besoin, en tout cas, de briller dans les yeux de personne. Et le fait de ne pas avoir de miroir réfléchisseur comme ça, ou en tout cas de gageur et de fierté à donner, ça m'a permis de m'interroger sur ce que je voulais vraiment. Et comme tu le disais tout à l'heure, aurait-elle vraiment voulu que je sois médium? Assurément non. Le fait que je sois professeure à Paris, avec tous les diplômes qui étaient les miens, la rendait fière. Mais je n'étais pas celle-là, j'étais une autre. Et je la remercie. Je vais vraiment dire quelque chose. Je la remercie d'être partie parce qu'elle m'a permis de me libérer. La mort est un cadeau et aussi un fardeau. Qu'est-ce que finalement on pourrait dire pour terminer cet échange, parce que ton métier il est bien plus large. On l'a dit au début que le métier de médium, finalement, en t'écoutant, c'est un peu une invitation à ouvrir notre esprit, à accueillir des choses plus larges. Alors je dis pas qu'on va tous peut-être arriver à voir l'invisible ou qu'on a tous envie d'y avoir accès tout simplement, mais à quoi ça invite finalement tout ce discours que tu tiens, toute cette histoire perso que tu nous racontes? À montrer qu'avant même les réflexions mentales de notre cerveau, nous avons eu l'espace d'un quart de seconde, de quelques millièmes de seconde, la réponse à la question que nous nous posions. Elle était là.
Vous savez, ça peut être tout d'un coup un ventre qui se serre, lui ça va pas le faire, non mais cette situation tout a l'air chouette mais je ne veux pas, je sens que ça va pas le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, on doit plaire ou on s'est engagé dans quelque chose et donc on n'écoute pas cette voix intuitive. J'essaye de dire aux gens, à 50%, la réponse elle est déjà au fond de vous. Pour tout un tas de raisons, quelles qu'elles soient, vous ne vous autorisez pas à l'écouter et à l'entendre. Et donc à travers tous les exercices que je propose et puis l'exercice médiumnique qui est le mien, j'encourage les gens à libérer cette partie intuitive d'eux-mêmes. Et j'ai beaucoup de mes consultants à la fin d'une séance qui me disent, vous savez, tout ce que vous me dites, aussi incroyable que ça puisse paraître, je le savais déjà quelque part. Et en fait, en donnant cette séance parfois libératoire, je libère au-delà d'émotions et de chagrin tapis, l'encouragement à s'écouter davantage. Super, merci. L'encouragement à s'écouter davantage. On va rester là-dessus et on prodigue ce conseil à tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Merci beaucoup Anne pour ton témoignage. Merci à toi.